La ville de Parakou, située au carrefour des échanges commerciaux entre le nord et le sud du Bénin, se prépare à voir son paysage urbain transformé par un autre projet d'envergure initié par le gouvernement béninois. Au centre de cette transformation se trouve la modernisation du marché de Guéma, une initiative qui témoigne du rôle déterminant de l'État dans le développement de l'économie locale et nationale. Le marché de Guéma, situé à côté de l'église Guéma, à la sortie nord de la ville en direction Malanville, dans le quartier Guéma, est une véritable plaque tournante pour les échanges commerciaux de la région. C'est pour ça que dès son installation, le gouvernement béninois a décidé de le reconstruire dans le cadre de son vaste programme d'action pour le développement du pays. Ce projet s'inscrit dans une série d'initiatives visant à moderniser les infrastructures marchandes du Bénin et constitue un exemple concret de l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement de l'économie locale. Il témoigne clairement de la volonté du gouvernement de dynamiser les échanges économiques et de créer un environnement propice à la croissance des petites et moyennes entreprises, moteur essentiel de l'économie nationale. En plus d'améliorer les conditions de vente pour les commerçants locaux, la reconstruction du marché de Guéma permettra d'attirer de nouveaux investisseurs et commerçants de diverses régions. Une grande partie de la population exprime une fierté locale face à cette initiative. La reconstruction du marché est perçue comme un symbole de développement et de progrès pour Parakou. Le marché va nous aider à évoluer. C'est bon quand même. Et ça fait que Parakou est devenu encore doux et joli, très joli aussi. En tout cas, c'est bon pour nous. Ça va nous apporter beaucoup de choses. Nous allons bien vendre. Nous allons plus vendre par rapport à avant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit le nouveau marché est là, et tout le monde court pour pouvoir trouver la place. Une fois encore, il s'agit là d'une belle reconnaissance pour la ville de Parakou et toutes les populations du Nord Bénin. À voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, franchement, il n'y a plus de boulot. Tout le monde se débrouille. Il y a même des parents aujourd'hui qui forcent leurs filles d'aller chercher de l'argent. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui sont à la maison où ils vont trouver de l'argent pour manger. Voilà que leurs enfants sont déjà âgés. Alors, sortez, cherchez de l'argent. Aujourd'hui maintenant, il n'y a plus de l'argent. Les hommes ne se baladent plus pour chercher des femmes. Aujourd'hui maintenant, les femmes sont obligées maintenant de faire leur publicité sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui créent leur TikTok. Vous voyez, c'est ça qui marche aujourd'hui au Bénin. Nous les hommes n'avons plus le temps d'aller se promener, prendre moto ou même voiture, se promener, chercher des filles. On ne fait plus ça. Mais aujourd'hui maintenant, là, ce sont les filles même qui font leur publicité. Aujourd'hui. Bon, on ne peut pas les accuser trop. Vous voyez, parce que dans un pays où il y a d'emplois, ce genre de trucs diminuent un peu. Ça existe, mais c'est pas trop. Mais aujourd'hui maintenant, c'est les femmes, c'est les filles aujourd'hui qui cherchent, nous les garçons. Les garçons n'ont plus de soucis. Nous les hommes, on n'a plus de soucis de croiser une femme sur la voie pour la faire la cour. Mais aujourd'hui, c'est les filles même qui s'imposent à nous. Oh là, c'est un peu malheureux. Bon, il faut dire en première partie que c'est une faute aux parents parce que certains parents ne trouvent plus de temps à s'occuper véritablement des enfants à la maison. Et ces enfants se livrent aujourd'hui aux internets, aux réseaux sociaux et copient tout ce qu'ils voient. C'est ça qui amène surtout la dépravation aujourd'hui à outrance partout on voit. Donc la faute aujourd'hui, ça revient beaucoup plus aux parents. Et puis le reste, la télévision et tout. Donc il y a pas mal de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui la dépravation prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux.
n'y a pas d'éducation autour. Donc, il n'y a personne qui régularise les réseaux sociaux pour taper. Il n'y a pas quelqu'un pour régulariser en tant que tel les réseaux sociaux pour taper du poing sur la planche pour dire arrête, ça ne va pas, il faut arrêter. Ça ne cadre pas avec notre culture, notre éducation, tout ça, notre tradition. Donc, il y a beaucoup de laisser aller. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il y a tellement de n'importe quoi sur les réseaux sociaux comme dépravation et autres, tout ça. Si ce feu continue et il n'y a pas quelqu'un pour stopper, d'ici 50-10 ans, et nos enfants sortiront de nuit dans les rues, nos enfants deviendront de n'importe quoi, les enfants deviendront plutôt des fous, comme on le dit, bon, des gens, demain, on verra certainement beaucoup de n'importe quoi dans la ville. Il faut surtout corriger cela. Pour moi, je n'attribuerai particulièrement pas la faute à quelqu'un. Je pense que c'est des responsabilités qui sont partagées aussi bien entre les individus qui s'offrent à ces actes qu'à leurs parents et même à l'État ou au gouvernement. Parce que je pense qu'il faudra que le gouvernement puisse régulariser tout ce qui doit passer sur les réseaux sociaux. Parce que c'est du fait de l'influence que certaines jeunes filles finissent par se donner à des actes pareils. Et par ailleurs, si les parents pouvaient également sévir un peu et être d'une manière aussi un peu tendre avec les enfants, je pense que l'éducation pourrait être un peu équilibrée et les enfants vont aller de moins en moins vers cette dépravation-là. Et ensuite, je voudrais également encourager l'éducation religieuse parce que de par la religion, on arrive quand même à stabiliser ce côté de la chose. Donc je pense que c'est des responsabilités qui sont partagées et d'un côté ou d'un autre, si chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, je pense que ça pourrait s'arranger. La vente de friperies est une activité phare à laquelle s'adonnent de plus en plus de Béninois et pour laquelle les Nigériens et autres expatriés excellent. Ici, à Cotonou, un marché lui est même consacré exclusivement. Vous y trouverez de tout. Vêtements, chaussures et autres. Appelé Misebo, cet endroit est l'un des lieux les plus fréquentés par toutes les couches de la population. Vincent, vendeur de fripes à Misebo, partage un peu avec nous le quotidien de ce marché. Tu ne peux pas faire mal ici. Si tu fais mal ici, là, ils vont dire il ne faut pas faire, il y a un policier là-bas. Sinon, si tu fais mal, le policier va te trapper en même temps. Donc ici, là, on ne fait pas les choses de mal, quoi. Et pour vendre les boutiques, là, les gens qui vont en boutique, ils viennent ici pour payer les jeans aussi. Et les friperies qu'on vend. Ils peuvent payer ça, aller là-bas, ils vont faire quelque chose dedans pour vendre. Mais les choses qui sont dedans, là, c'est les mêmes choses. Mais ici, là, ils vont payer ça ici à petit l'argent. Mais aller là-bas, là, il va payer ça là. Trop cher, quoi, c'est ça. Dans ce marché, quelques personnes nous expliquent pourquoi elles préfèrent faire leurs achats dans les fripes que dans les boutiques. J'achète ça, c'est pour aller redonner un nouveau style à ça. Sinon, si on achète ça comme ça, on ne peut pas revendre ça comme ça. Et bon, des fois, si ça arrive, on trouve ça, l'unité 100 francs, soit l'unité 100 francs. Soit 150, des fois, bon, s'il y a marché, on achète ça 100 francs. S'il n'y a pas marché, bon, 150, 200. Moi, je fais ça avec pantalon, soit culotte. Donc, si je refabrique ça avec pantalon là, je vends ça des fois, je vends ça 800, 1000 francs. Ah, prêt-à-porter est différent, hein. Prêt-à-porter est différent parce que prêt-à-porter là, ça vient dans un autre pays. Bon, et les gens n'aiment pas acheter les styles de chez eux. C'est pourquoi nous, les tailleurs, nous redonnons un autre. Des fois, les prêt-à-porter là achètent chez nous et disposent. Parce qu'ils voient notre style est différent. Si je ne suis pas ici, moi j'ai apporté un de mon style là. Si vous voyez ça, vous allez comprendre que oui, ça aussi c'est un bon travail. Bon, on préfère acheter les préférés parce que le prix est abordable. Et comme tout le monde n'a pas les moyens d'acheter les chaussures qui ont les prix élevés, donc on préfère acheter ceci. Et aussi la dureté, ça dure beaucoup. Bon, à force d'utiliser les chaussures là, bon, on se rend compte que ça dure plus.
Et c'est ça. Oui, les prêt-à-porter sont là. Bon, si tu veux faire une sortie chic et autres, tu peux aller acheter dans les prêt-à-porter et autres. Et ici aussi, on en trouve des chaussures qui sont de très bonne qualité, présentables, et tu peux porter. Donc ça dépend, c'est le choix. Moi, c'est parce que ce sont des fripes et je suis un petit peu contre la consommation de vêtements par rapport à la pollution. Puis ici, il y a tellement de choix, il y a beaucoup de seconde main. On peut trouver des articles qu'on ne trouverait plus ailleurs, donc c'est pour ça aussi que comme je vous ai dit, c'est mes convictions dans le sens où je suis contre l'achat de vêtements neufs. Parce que je trouve que c'est extrêmement polluant de fabriquer des vêtements neufs. Donc autant se tourner vers des marchés comme ça. Où en plus on revalorise des vêtements qu'on aurait jetés autrement. Et en plus c'est accessible à beaucoup plus de personnes. Donc voilà. Au Kenya, le suspect présumé pour le meurtre de 42 femmes s'est échappé de la garde à vue. Les autorités kenyanes l'ont annoncé mardi au cours d'une conférence de presse. L'homme nommé Collins Jumaisi Kalusha était en détention depuis la découverte macabre de juillet dernier à Nairobi. Et il se serait évadé avec 12 autres détenus. Aujourd'hui, 20 août 2024, dans la matinée, un incident d'évasion de prisonniers s'est produit au poste de police de Gigiri, où nous nous trouvons actuellement. 13 prisonniers se sont échappés des cellules. Parmi eux, 12 ressortissants érythréens arrêtés pour séjour illégal au Kenya et un homme suspecté de meurtre, Collins Jumaisi Kalusha, qui est lié aux incidents de meurtre de Kari. Selon un rapport de police, les détenus se sont échappés tôt le mardi matin après avoir cisaillé le rideau de fer de la prison et escaladé le mur d'enceinte. Notre gouvernement devrait veiller à ce qu'une personne aussi dangereuse soit à nouveau appréhendée et enfermée. S'il reste en liberté, il nous achèvera tous, car ce qu'il a fait est très grave. Nous pleurons la perte de vie de nos enfants, la perte de nombreuses vies. En tant que parents, nous nous sentons très mal parce que nous nous demandons comment quelqu'un peut disparaître d'une zone protégée, bien gardée. C'est difficile à comprendre et cela fait de la peine à tous les Kenyans. Kalusha, 33 ans, était détenu au poste de police après qu'un tribunal ait accordé aux inspecteurs 7 jours supplémentaires pour enquêter sur ses crimes présumés avant de l'inculper. La police a déclaré que Kalusha avait avoué avoir tué 42 femmes, dont son épouse. Au Zimbabwe, la conservation de la faune prend un tournant inattendu grâce à d'anciens braconniers devenus défenseurs des animaux. Dans le district de Chiredzi, une région semi-aride touchée par la pauvreté, un ancien braconnier a été transformé. Récemment libéré de prison, il se consacre désormais à la protection de la faune. Je viens d'une communauté de chasseurs. J'ai grandi en tant que chasseur. C'est une activité devenue une partie intégrante de notre mode de vie. Avant que les gardes-chasse ne m'attrapent dans la réserve, la chasse faisait partie de notre quotidien à tous. Et personne ne savait que tuer des animaux était un crime. Après avoir purgé une peine de prison où il a pris conscience des dégâts causés par le braconnage, Mastic a réorienté sa vie. Lors de sa détention, il a acquis des compétences artisanales comme la menuiserie qu'il transmet désormais avec passion. J'ai beaucoup travaillé pour sensibiliser mes anciens collègues chasseurs et les habitants du village au danger du braconnage. Je suis satisfait de constater que le nombre de braconniers a considérablement diminué. Je suis fier et certains de mes pairs ont même appris à fabriquer des sculptures et des meubles grâce à mes enseignements. Avec d'autres anciens braconniers, ils encouragent une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature. Leur message est clair, préserver la faune n'est pas seulement un devoir, mais un moyen de créer des bénéfices durables pour l'ensemble de la communauté. Le virus Mpox n'est pas le nouveau Covid. C'est ce qu'a déclaré mardi le directeur régional Europe de l'Organisation mondiale de la santé,
Selon l'OMS, si le risque d'une contamination générale reste faible, les pays européens doivent agir et aider l'Afrique à éradiquer le virus. Mpox n'est pas le nouveau Covid. Que ce soit le clade 1 de Mpox, à l'origine de l'épidémie en cours en Afrique centrale et orientale, ou le clade 2 de Mpox, à l'origine de l'épidémie de 2022, qui a d'abord touché l'Europe et continue de circuler en Europe depuis. L'OMS recommande l'usage de vaccins spécifiques, initialement développés contre la variole. Elle appelle également à la solidarité européenne avec l'Afrique pour un accès équitable aux vaccins. Le risque pour la population générale est faible. Nous savons quoi faire et nous avons cette fois besoin d'un engagement politique pour aller vers l'élimination. Sinon, nous verrons toujours une certaine négligence et panique, encore et encore. Alors, engageons-nous politiquement pour aller jusqu'au bout. Et surtout, soyons solidaires avec la région africaine. Nous pouvons et devons combattre le Mpox ensemble à travers les régions et les continents. La semaine dernière, la Suède est devenue le premier pays hors d'Afrique à enregistrer un cas du variant clade 1 du Mpox. La situation en Libye est de plus en plus préoccupante. Les tensions entre les acteurs politiques et militaires s'intensifient, poussant l'ONU à exprimer des préoccupations majeures mardi. Au cours des 2 derniers mois, la situation en Libye s'est détériorée assez rapidement en termes de stabilité politique, économique et sécuritaire. Les actes unilatéraux des acteurs politiques, militaires et sécuritaires libyens ont accru les tensions, renforcé les divisions institutionnelles et politiques ainsi que compliqué les efforts en vue d'une solution négociée. Pour le représentant libyen à l'ONU, rétablir l'unité est la seule issue. La seule solution possible pour la Libye implique de mettre fin aux divisions et de remédier à la précarité des institutions à travers des élections libres, transparentes et inclusives. L'ONU appelle à une action concertée pour éviter un retour au chaos en Libye. Les athlètes paralympiques du monde entier éliront domicile et ce pour 2 semaines au village paralympique en Seine-Saint-Denis. Ce vaste complexe aménagé pour les Jeux olympiques doit accueillir 180 délégations et près de 4400 athlètes. Pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap, quelques ajustements ont été nécessaires. Les ajustements nécessaires ont surtout concerné la mobilité. Nous avons installé davantage de services et de dispositifs de micromobilité pour permettre aux athlètes, y compris ceux en fauteuil roulant, de se déplacer plus facilement à l'intérieur du village. Un centre de réparation et d'entretien des prothèses, des fauteuils roulants et des orthèses a été installé dans le village paralympique. Il prévoit d'effectuer environ 2000 réparations pendant les Jeux. Une des particularités importantes des Jeux paralympiques, c'est l'utilisation de prothèses, de fauteuils roulants et d'orthèses. Et donc, éventuellement, il peut y avoir de la casse ou des difficultés pour pouvoir la mettre vraiment à niveau pendant les Jeux. C'est pour ça qu'il y a un centre de réparation des prothèses, des fauteuils roulants et des orthèses d'Autoboc, qui est un des partenaires des Jeux olympiques et paralympiques, qui vient spécialement au village pendant les Jeux paralympiques. C'est environ 2000 réparations pendant l'intégralité des Jeux paralympiques, soit 200 par jour. Bien, ça, c'est joli. Des voiturettes électriques individuelles ont été rajoutées au village paralympique. De plus, les comptoirs du restaurant ont été baissés. Une salle de sport, des terrains d'entraînement et une polyclinique ont été mis à disposition des athlètes. Journée de forte tension lundi à Port-au-Prince, à Haïti. La police a dispersé à coups de gaz lacrymogène une foule immense dans les rues de la capitale qui vit sous le diktat des bandes armées. La dernière vague de violence entre gangs a révolté les habitants de Solino. Nous sommes venus pour combattre l'insécurité. Nous marchons pour lutter contre l'insécurité. Nous ne voulons pas de l'insécurité à Solino. Nous voulons du changement. Dans le quartier de Solino, situé à flanc de colline, les gangs cherchent à contrôler une position stratégique, la route qui mène à l'aéroport international. Les riverains s'insurgent.
Nous luttons contre l'État haïtien, nous luttons contre les États-Unis, nous luttons contre le secrétaire d'État américain, les Nations Unies et tous les oligarques corrompus. De plus, quand vous regardez les armes, elles sont fabriquées aux États-Unis. Selon les médias locaux, les attaques sur Solino ont été menées par les forces combinées de gangs, dirigées par le célèbre chef de gang Jimmy Cherizer, alias Barbecue, et Kempes Sanon, un kidnappeur évadé de prison en 2021. Un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est-il imminent ? Ce mardi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et les médiateurs pour obtenir cet accord. Blinken qui a annoncé qu'Israël avait accepté une proposition a appelé le Hamas à faire de même. Je pense qu'Anthony Blinken est prêt à exposer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'il n'accepte pas, s'il pose de nouvelles conditions, s'il ne respecte pas la proposition de cessez-le-feu de Biden et celle du Conseil de sécurité. S'il insiste sur de nouvelles conditions, qu'il sait que le Hamas ne pourra pas accepter, c'est cela qu'il faudra surveiller. Il s'agit de la 9e mission d'Anthony Blinken au Moyen-Orient depuis l'attaque du Hamas en octobre dernier, alors que grandissent les craintes d'un conflit dans toute la région. Si une pression suffisante, une pression sérieuse, n'est pas exercée sur Israël par les États-Unis et sur le Hamas par le Qatar, il faut être deux pour danser le tango, alors nous n'aurons pas d'accord. Mais ils exposeront les problèmes pour la toute première fois en 10 mois et demi. C'est ce qu'il faut surveiller. Après l'Égypte et des réunions tenues lundi en Israël, Anthony Blinken devrait se rendre au Qatar pour poursuivre les négociations. Le couple Obama a fait une entrée remarquable à Chicago mardi, au 2e jour de la Convention nationale démocrate. Michelle et Barack Obama ont apporté leur soutien à Kamala Harris, qui a été officiellement investie candidate démocrate pour la présidentielle de novembre prochain. Pourquoi devrions-nous accepter cela de la part de quelqu'un qui aspire à notre plus haute fonction ? Pourquoi tolérer ce type de leadership rétrograde ? Cela ne fait que dégrader notre politique et décourager ceux qui veulent s'impliquer pour le bien commun. Nous méritons mieux que cela. Nos parents nous ont appris à viser plus haut, à défendre des valeurs plus nobles. C'est pourquoi il est essentiel de tout faire pour élire des personnes de cœur et de principe comme Kamala Harris et Tim Walz. Nous n'avons pas d'autre choix. Lors de son discours, l'ancien président américain a lancé de cinglantes attaques contre Donald Trump et invité les Américains à faire confiance au duo Kamala Harris et Tim Walz pour un pays plus uni et généreux. Si nous nous engageons avec une détermination sans précédent et restons fidèles à nos convictions, nous élirons Kamala Harris comme prochaine présidente des États-Unis et Tim Walz comme prochain vice-président. Nous choisirons des dirigeants prêts à défendre l'Amérique pleine d'espoir et tournés vers l'avenir en laquelle nous croyons tous. Ensemble, nous construirons un pays plus sûr et plus juste, plus égalitaire et plus libre. Il est probable que le couple Obama joue un rôle plus important dans la campagne de Kamala Harris dans les mois à venir. La course à la Maison-Blanche est encore très serrée et les démocrates auront besoin de toutes leurs forces. La convention démocrate prend fin jeudi. « 2023 aura été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour l'ensemble de la communauté humanitaire mondiale. Un nombre record de travailleurs humanitaires ont été tués dans des conflits à travers le monde l'année dernière,
Plus de la moitié ont péri après le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. Dans les régions où les gens ont le plus besoin d'aide, il y a des combats actifs. Il y a des frappes aériennes, des tirs dans des endroits comme Khartoum, la capitale Al-Fasher, la capitale du Darfour Nord. Il s'agit donc d'une menace pour la sécurité physique. Le long des routes où il faut transporter la nourriture, il y a tellement de points de contrôle, tellement d'acteurs différents, d'acteurs armés impliqués à travers les différentes lignes de conflit. L'ONU a déclaré que cette année pourrait être encore plus meurtrière, avec 172 travailleurs humanitaires tués au 7 août, selon un bilan provisoire. L'année dernière, 280 travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans 33 pays, ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour l'ensemble de la communauté humanitaire mondiale. Le nombre de décès est 2 fois plus élevé que la moyenne annuelle des 20 dernières années. Les organisations humanitaires ont lancé un appel à la communauté internationale pour qu'ils protègent les civils et les travailleurs humanitaires et pour qu'ils demandent des comptes aux auteurs de ces actes.